Alors, les étapes de la conquête de la distribution. Premièrement, il faut identifier les types de points de vente les plus lourds en distribution de valeur. Donc, autrement dit, c'est là où vous allez pouvoir être le plus présent dans le point de vente et être peut-être la marque phare dans le domaine que vous distribuez. Donc, autrement dit, si vous êtes dans l'électronique, ben, vous devez être le plus visible dans le rayon électronique. Choisir parmi ceux-ci les enseignes les plus dynamiques pour la famille des produits concernés. Donc on est bien d'accord que si vous allez dans des spécialistes de l'électronique, si vous vendez des produits électroniques, ben, évidemment, vous allez rencontrer votre public et ce sera des enseignes qui seront évidemment dans une dynamique du genre de produit que vous vendez. Donc c'est toujours plus prometteur au niveau des ventes, mais clairement, on doit quand même se dire que ça ne doit pas être les seules enseignes qui doivent être exploitées. Alors, entamer la négociation au niveau des centrales, puis éventuellement les poursuivre au niveau régional. Donc, il y a lieu de prendre les centrales commerciales, de négocier avec elles, mais si vous allez des fois au niveau régional, au point de vue d'un magasin spécifique, vous allez peut-être encore pouvoir négocier un peu plus. Il ne faut pas se fier uniquement aux centrales distributrices, mais des fois au niveau régional, vous allez avoir d'autres avantages que concurrentiels, notamment, que vous pouvez négocier directement sur place. Se faire référencer point de vente par point de vente. Donc, autrement dit, ben, il est bien aussi d'essayer de négocier pour que chaque point de vente bénéficie de la distribution de vos produits et pas seulement quelques points de vente de la famille distributrice. Alors, le merchandising, on désigne généralement sous le nom de merchandising, ou ce qu'on appelle encore le marchandisage, l'ensemble des techniques destinées à améliorer la présentation des produits dans un espace de vente. Autrement dit, c'est comment on va les positionner pour donner envie à l'acheteur, au consommateur de les acheter. Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle l'assortiment, ce que vous avez déjà vu précédemment. Donc, l'ensemble des articles qu'offre un magasin à sa clientèle constitue l'assortiment. On parle de largeur d'assortiment et de profondeur d'assortiment. Donc, la largeur de l'assortiment, elle exprime en fait le nombre de modèles différents pour un article donné. Autrement dit, je vais prendre un exemple avec les shampoings. L'Oréal, par exemple, bah, la marque L'Oréal ne va pas faire que des shampoings, justement. En largeur, elle aura des shampoings, des crèmes de jour, des crèmes de nuit. En profondeur, c'est les caractéristiques, en fait, les modèles qui existent pour les différents produits. Donc, par exemple, pour les shampoings, elle aura un shampoing pour les cheveux secs, un pour les cheveux gras, un pour les cheveux colorés. Pour les crèmes de soins de jour, eh ben, elle aura pour les peaux mates, les peaux brillantes, les peaux sèches. Et pour les crèmes de nuit, ben, pour également la même chose, les peaux mates, brillantes ou sèches. Donc, on va plus dans les caractéristiques pour ce qui est de la profondeur. Alors, le classement des formes de commerce selon leur assortiment. Donc, vous voyez, au-dessus, c'est la largeur. Donc, à l'horizontale, c'est la largeur. À la verticale, c'est la profondeur. Alors, on dit qu'un assortiment est étroit. Donc, ça, on parle d'assortiment étroit ou large, c'est au niveau de la largeur. Ou avec peu de choix ou beaucoup de choix au niveau de la profondeur. Alors, quand un assortiment est étroit avec peu de choix, on parle de magasin de dépannage, de petits commerces de proximité, de supérettes, de stations de service. Autrement dit, ben, c'est les petits magasins vraiment que on n'a pas l'habitude d'aller, on n'est pas fidèle à ce magasin-là. C'est vraiment en cas de souci, en cas de manque à la maison, on y va vraiment dans le cadre d'un dépannage. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de choses. Par exemple, vous manquez de pâtes, vous allez dans ce genre de petit magasin de dépannage, il va peut-être avoir 2 références de marque de pâtes, mais quand vous avez besoin de pâtes, vous prenez la pâte qui sont devant vous et puis tant pis. Par contre, quand vous allez dans une grande surface, vous allez avoir 50 types de pâtes différents. Alors, on parle aussi d'assortiment large avec peu de choix. C'est les magasins populaires, supermarchés, catalogues de VPC, c'est-à-dire tout ce qui est vente directe en fait, hein, comme les produits Tupperware, etc. Donc en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de choses, donc on trouve beaucoup de références, mais avec peu d'assortiment. Donc autrement dit, on va trouver les hypermarchés, par exemple. Si je prends par exemple les Carrefour Market, vous allez avoir
un assortiment qui est large puisqu'il y aura beaucoup de choses, beaucoup de références différentes. Par contre, si vous allez dans la profondeur de gamme, forcément, si vous allez chez les shampoings, vous allez trouver le shampoing pour les cheveux secs et le shampoing pour les cheveux gras, mais vous n'aurez pas toute la gamme colorée, etc. Que dans un hypermarché Carrefour, vous allez trouver toute la gamme pour les colorés, pour les blonds, pour les tics, pour les tiacs. Donc vous allez trouver plus de profondeur dans dans les hypermarchés, pardon. Alors ensuite, on a l'assortiment étroit avec beaucoup de choix. C'est les magasins spécialisés. Donc autrement dit, par exemple, un magasin spécialisé dans la décoration intérieure, ben, vous allez trouver évidemment un assortiment étroit parce qu'ils sont spécialisés dans un domaine. Vous n'allez trouver que de la décoration, vous n'allez pas trouver de l'alimentaire, mais dans cette décoration, vous allez avoir évidemment énormément de choix puisque ça ne va être que ça. Et vous avez ensuite les assortiments larges avec beaucoup de choix. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, le must du must, c'est-à-dire les magasins les plus complets qu'on puisse exister, tels que les hypermarchés ou les grands magasins. Alors, l'assortiment choisi pour le point de vente doit être en cohérence avec la clientèle ciblée, la politique de prix et la marge de point de vente, ainsi que la politique de marque de l'enseigne. C'est une évidence. Le choix du rayon. Donc, le choix du rayon revient à définir l'univers de concurrence dans lequel on veut positionner le produit. Il faut tenir compte de la fréquentation du rayon par les consommateurs. Donc, vous avez un exemple ici de rayon, c'est ce qu'on appelle un linéaire. Donc, vous voyez que notre linéaire, ben, vous voyez qu'il est divisé en 3 phases. Alors, on a la phase tout en haut, qui est la phase où on met les produits d'attraction avec une forte marge unitaire, une faible rotation. Donc, autrement dit, ce sont les valeurs sûres, les marques réputées, les produits qu'on retrouve généralement dans tous les magasins, qui vont être là pour un bon moment installés dans le magasin. Et c'est ce qu'on appelle en fait le meilleur endroit, un des meilleurs endroits, puisque c'est à hauteur des yeux. Donc ça veut dire que le consommateur, quand il arrive dans le rayon, c'est le rayon qui est à hauteur de ses yeux. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de recherche du consommateur, c'est la première chose qu'il va voir en arrivant dans le rayon. Ensuite, vous voyez le rayon du milieu, c'est les produits courants où il y a une marge moyenne, et c'est ce qui est accessible directement vis-à-vis des mains. Donc, c'est-à-dire, on ne doit pas s'étirer à 3 mètres de hauteur pour aller chercher le produit, il est à portée de main, donc c'est quelque chose qui est facile d'accès pour le consommateur. Vous avez ensuite les 4 petits A, les 4 facing. Donc, les facing, c'est souvent les premiers produits que l'on voit en entrant dans un rayon. Donc, généralement, il y a des études qui sont faites que soit ce qu'on appelle la tête de gondole, c'est-à-dire la tête de rayon, ou alors les premiers produits dans un rayon dans le sens le plus fréquenté par le consommateur, parce qu'il y a des études qui sont faites dans un rayon de quel côté rentre le plus souvent le consommateur. Évidemment, plus vous êtes du côté que le consommateur rentre dans les premiers, ben, si le consommateur est pressé, il va pas faire tout le rayon, il va prendre les 4 premiers produits qui sont au début de rayon. Donc c'est là aussi qu'on fait beaucoup de marge. Et ensuite, on a la dernière partie qui est les produits volumineux, les faibles marges unitaires et les fortes rotations. C'est tout ce qui est à hauteur du sol, c'est-à-dire ce qui change souvent. Les produits qui viennent et qui repartent. C'est les produits volumineux qui prennent trop de place au niveau du milieu ou du haut et qui ne donnent pas un beau visuel. Donc, on les met au sol. Vous voyez aussi que plus on est dans le bas et plus les ventes sont défavorisées et plus on monte. Donc, à hauteur des yeux, les ventes sont favorisées et les mains, les ventes sont moyennes. Vous voyez aussi, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on met à hauteur des yeux, ben forcément ce qu'on fait le plus de marge bénéficiaire, puisque c'est là qu'on vend le plus. Et vous voyez aussi que le linéaire est développé, c'est-à-dire qu'ici on est sur un linéaire qui est quand même assez haut, puisqu'on parle de 3 fois 10 mètres, c'est-à-dire qu'on est sur une hauteur de 3 mètres et sur une largeur de 10 mètres. C'est donc un exemple de linéaire qui est appelé développé, donc qui doit avoir notamment beaucoup de produits différents. Le linéaire au sol, longueur de rayon de 10 mètres et ici la hauteur de 3 mètres. Alors, la force de vente, elle est constituée par l'ensemble du personnel commercial chargé de la vente et de la stimulation de la vente. Autrement dit, plus votre personnel est formé, plus il connaît le produit, plus vous allez être fort en vente et plus vous allez pouvoir évidemment convaincre le consommateur d'acheter votre produit.
Alors, la composition de la force de vente, l'AFNOR distingue une vingtaine d'employés commerciaux. Il y a ce qu'on appelle les directeurs commerciaux, les directeurs de vente, les représentants, les animateurs de vente, les prospecteurs, les conseillers commerciaux, les chargés d'affaires, les ingénieurs technico-commerciaux et bien d'autres encore. C'est en fait, la force de vente, elle va se multiplier par le nombre de personnes qu'on a à ces différents postes. Plus vous êtes spécialisé dans votre domaine et plus vous occupez un poste bien déterminé et plus votre force de vente sera développée. Alors, la mise en place d'une force de vente, les objectifs assignés aux vendeurs. Donc, les objectifs assignés à la force de vente doivent prendre en considération la nature des marchés visés par l'entreprise et le positionnement recherché sur chaque marché. L'activité de vente n'est que l'une des tâches d'un représentant. Par exemple, un vendeur peut prendre en charge de nombreuses activités. Il peut faire de la prospection, donc faire découvrir le produit à de nouveaux clients. La communication, transmettre à la clientèle des informations relatives aux produits de l'entreprise. Il peut aussi faire de la vente, forcément, hein. Approche du client, présentation commerciale, réponse aux objections et conclusions. Le service, conseil, assistance technique ou financière, la fidélisation de la clientèle en proposant une offre complémentaire et bien d'autres choses encore. Autrement dit, un vendeur n'est pas un simple vendeur. Il a plusieurs tâches qui sont importantes à tout le processus de la vente. Il importe par conséquent de spécifier la façon dont le vendeur repartiront leur temps et leur spécifier des objectifs réalistes, compréhensibles et motivants. Ce qu'on veut dire par là, c'est que plus un vendeur a de tâches différentes et plus il va devoir s'éparpiller. Autrement dit, il ne va pas, il ne va pas pouvoir être hyper efficace en vente s'il doit aller prospecter, s'il doit communiquer et faire de la fidélisation client. Donc, il y a lieu de bien cadenasser, de bien structurer le nombre de vendeurs qu'on a par rapport aux tâches et leur donner un objectif à atteindre par jour, par semaine ou par mois à chacun d'entre eux pour que justement ils aient chacun leur tâche bien répartie et qu'ils se consacrent énormément à leur objectif qui est individuel. Alors, la structure de la force de vente, les principales formes d'organisation d'une force de vente sont les suivantes. Il y a ce qu'on appelle la structure par secteur. Lorsque chaque représentant travaille dans un secteur géographique à l'intérieur duquel il vend la gamme complète des produits de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle des représentants commerciaux qui font toute la région du Hainaut, ou toute la région de Liège, toute la région de Namur. D'ailleurs, on entend souvent dire à un conseiller commercial dire je suis le représentant du Hainaut parce qu'il s'occupe de tout le Hainaut et il vend tous les produits, mais uniquement dans le Hainaut. La structure par produit, donc là, la spécialisation de la force de vente par produit est particulièrement judicieuse lorsque les produits sont techniquement complexes, hétérogènes et très nombreux. Autrement dit, on aura des commerciaux sur toute la Belgique, mais qui vendront qu'un seul ou deux produits de la marque parce qu'ils ont été formés, ils sont spécialistes et ils sont donc des experts de ce produit. Et forcément, plus on s'y connaît, plus on est expert et plus on est vendeur de ce produit car on n'a pas d'obstacle, on sait répondre à toutes les questions et à tout et savoir vendre les avantages évidemment de ce produit. Structure par marché, donc la force de vente est organisée par type de clientèle. Les clients sont alors classés selon leur secteur d'activité, la taille de l'activité, le volume d'achat ou l'ancienneté des contacts commerciaux. Autrement dit, on va plutôt jouer sur le côté humain, c'est-à-dire que si on a certains détaillants qui sont habitués avec un conseiller commercial et avec qui ça passe très bien, on va pas aller mettre quelqu'un qui est plus spécialisé que lui, parce qu'on sait très bien qu'il va perdre ce côté humain, cette petite touche personnelle, cette familiarité qui s'est mise entre eux. Donc, on va laisser le même conseiller, même s'il s'y connaît moins sur le produit. Alors, la taille de la force de vente, après avoir défini sa stratégie et sa structure, l'entreprise est en mesure de fixer la taille de sa force de vente, donc autrement dit, combien de personnes elle va avoir besoin. Celle-ci constitue un atout parmi les plus productifs, mais aussi les plus coûteux. La plupart des entreprises fixent le nombre de vendeurs dont elles ont besoin à partir d'une analyse de la charge de travail. Grâce à ça, une fois qu'elle a défini ce qu'elle veut faire, sa stratégie de force de vente, elle va pouvoir définir finalement le nombre d'employés qu'elle aura besoin. Et elle va pouvoir aussi fixer les barèmes, les heures de travail, les tâches de chacun et donc voir un peu ce que cela va lui coûter de développer sa force de vente.